notre dernier conférencier de l'avant-midi, Vincent Chatelier. Il est ingénieur de recherche et directeur d'une unité de recherche en économie de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, de Nantes, en France. Il est auteur de nombreuses publications scientifiques. Ses travaux portent sur les réformes successives de la politique agricole commune, la diversité des exploitations agricoles européennes et l'économie des filières agricoles. Alors que l'Europe mettait définitivement fin à ces quotas le 31 mars dernier, eh bien, M. Chatelier vient nous parler de la diversité des exploitations et des territoires laitiers français dans ce contexte de fin des quotas laitiers. Alors, je demande de l'applaudir. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous. Je n'ai pas eu le plaisir de faire un enfant au Canada. Il me reste peut-être un peu de temps devant moi, mais en tout état de cause, je suis ravi d'être parmi vous et c'est mon troisième séjour au Québec et au Canada. Et le premier avait été de visiter pendant une semaine le secteur du lait. Et donc je suis très honoré aujourd'hui de revenir pour aborder la question du secteur laitier français, mais peut-être plus globalement le secteur laitier européen dans une conjoncture où, en tout cas, j'ai bénéficié avant de venir des compétences de Daniel Mercier-Gouin, que certains connaissent, et qui est en France, et donc j'ai beaucoup échangé sur la politique laitière au Québec versus la politique laitière en France. Et c'est avec ça en background, comme on dit, que je vais essayer de porter à votre connaissance à la fois un diagnostic sur le secteur français et peut-être quelques idées pour challenger les vôtres relativement aux choix internes que vous avez à faire ou non pour l'avenir du secteur laitier canadien et plus spécifiquement québécois. Alors, j'ai structuré mon exposé en 3 points. D'abord, quelques éléments sur la dynamique du secteur laitier français dans la concurrence, on va dire, européenne et aussi internationale. Ensuite, vous dire quelques mots sur la fin des quotas laitiers, qui est un événement majeur en France. Après 30 ans d'existence, c'est quand même un changement tout à fait conséquent. Et puis ensuite, je voudrais être un peu pragmatique sur les exploitations et leur stratégie dans ce monde qui bouge. Donc, première partie, alors je vous ai mis des fromages français, mais c'est simplement pour que vous vous y habituez. Parce que on a 17 700 tonnes de mémoire de négocier, et je sais que ça vous occupe beaucoup, hein, donc ne vous privez pas, le comté est un excellent fromage, on en a plein d'autres. Les consommateurs ont besoin de diversification alimentaire et nous serons bien sûr au rendez-vous. Alors, quand on parle du lait, c'est important de bien calibrer les choses. L'Europe est la première zone productrice de lait dans le monde, avec une production de l'ordre de 150 milliards de litres. Et on devance l'Inde, mais objectivement, et les propos du premier exposé ce matin montrent le dynamisme de ce pays, il est fort vraisemblable que l'Inde devienne le premier producteur de lait assez rapidement maintenant. Les USA, qui sont en croissance, mais qui sont loin derrière encore l'Europe à 28. Et puis après, nous avons un décrochage, et la Chine a été citée dans les débats, un décrochage de la Chine qui arrive avec 40 milliards de litres à une production à peu près équivalente à la France plus les Pays-Bas, mais pour 1,2 milliard d'habitants, ce qui permet de pondérer un peu les choses. J'attire votre attention sur le Canada, qui est tout au bout là-bas, 8 milliards de litres de lait, comparativement à 150 milliards de litres. C'est vrai que quand on regarde la carte du Canada, la première question qu'on se pose en tant qu'économiste, y a-t-il un potentiel de développement ou pas? Et dans quelles conditions pourrait-il y en avoir un? Et faut-il y aller? Tant de questions, j'imagine, qui vous interpellent naturellement. Alors, l'Europe, finalement, nous nous sommes spécialisés. Nous nous sommes spécialisés sur un certain nombre de produits. Alors là, je vous ai mis les 4 grands produits. On voit bien que sur la poudre de lait écrémé en rouge, nous sommes la première zone au monde, loin devant les États-Unis et l'Inde. Sur la poudre de lait entier, il n'y a pas photo, la Nouvelle-Zélande domine largement et l'Union européenne apparaît en 3e position. Pour ce qui est du beurre, l'Inde joue un rôle tout à fait écrasant et pour ce qui est des fromages, l'Europe, et c'est une grande spécialité,
l'Europe arrive en pole position très loin devant les autres, même si les États-Unis sont aujourd'hui en croissance productive. On voit bien le rôle tout à fait mineur de l'Océanie dans la production mondiale des fromages. Autant dire qu'on ne faut pas parler du lait, il faut parler des différents types de produits laitiers et de voir les marchés correspondant à ces différents types de marchés laitiers. Il est peu probable que l'Europe, sur la poudre de lait entier, joue un rôle central. En revanche, elle est plus présente dans d'autres secteurs. J'attire votre attention sur ce graphique qui a probablement justifié d'ailleurs la fin des quotas, même s'il y a eu un débat interne en Europe très important qu'il ne faut pas occulter entre les États, entre les organisations agricoles. Mais nous avons constaté depuis, on va dire, une dizaine d'années que les importations de l'Europe en produits laitiers en bleu n'augmentaient pas du tout, c'est-à-dire que c'est un marché captif, il n'y a pas d'importation. Les quelques importations qui viennent, j'ai regardé, les chercheurs cherchent un peu, c'est la Suisse qui n'est pas rentrée dans l'Europe, et c'est la Nouvelle-Zélande dans le cadre de contingents d'importation historiques négociés, comme chacun le sait, à Marrakech en 1994. Autrement dit, on n'importe rien et on exporte de plus en plus, et j'en veux pour preuve la tonicité, la dynamique de la courbe rouge, exprimée ici en valeur. En volume, c'est la même chose. Alors, quand on dit on exporte, on n'est pas présent sur tous les marchés avec la même densité. On voit bien que l'Europe, qui est en bleu sur les graphiques, l'Europe joue un rôle très important dans le domaine des fromages. On a une place incontestée. On est en revanche tout à fait mineur au bout du graphique dans le poudre de lait entier. Donc finalement, on se spécialise quelque part dans les produits pour lesquels on a peut-être une diversité de produits, mais aussi peut-être un savoir-faire technologique qui nous permet d'être présent à l'international. On voit bien que le marché du beurre n'étant pas du tout une zone stratégique pour l'Union européenne, ni hier, ni demain. Alors, s'il y a quelques producteurs de lait dans la salle, j'imagine, regardez bien ces courbes, et c'est aussi le pendant du choix de la fin des quotas, c'est qu'on a vécu depuis maintenant 6 ans une augmentation de la production laitière européenne. Certains ont dit peut-être trop rapidement par rapport au marché mondial. C'est vrai qu'on joue avec peut-être le feu sur la question des prix, mais en tout état de cause, vous avez sous les yeux l'évolution de la production laitière dans les 6 principaux pays qui fournissent les marchés à la fois internationaux et européens. Je voudrais donner un chiffre. La France, on a augmenté de 2,5 milliards de litres la production laitière entre 2010 et 2015. Donc depuis 2010, la croissance de la production laitière en France, c'est pas très éloigné de la production annuelle de mémoire du Québec, qui doit être pas trop loin de 3 milliards de litres. Donc effectivement, les producteurs bénéficient aujourd'hui d'une croissance de la production qui a été structurée et organisée dans le cadre de la politique agricole, puisque nous avons prévu dès 2009 la sortie des quotas laitiers avec un mécanisme dit du soft landing, c'est-à-dire un mécanisme qui a été imaginé pour faire en sorte que le jour où les quotas laitiers seront supprimés, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, cette suppression n'est pas d'influence directe, puisque le niveau de quotas est largement supérieur au niveau de la production. La production laitière européenne, et c'est tout à fait vrai, on le verra en France, est largement inférieure à ce que nous observons en termes de quotas laitiers, ce qui veut dire que le quota n'est pas un plafond, le quota n'est pas bloquant. Et ça veut dire que du jour au lendemain, on n'est pas assuré d'avoir une baisse de prix. Il y a beaucoup d'autres considérations que la fin des quotas à intégrer dans cette réflexion. J'attire aussi votre attention sur le fait que les industriels du lait, en France, mais c'est également vrai dans beaucoup de pays européens, ont clairement changé leur manière d'utiliser le lait des exploitations. La production laitière française, 24 milliards de litres, elle est utilisée pour faire, on le voit, des fromages, etc. Mais on voit surtout qu'on a augmenté la production de fromage de 1,1 million de tonnes à 1,8 million de tonnes, avec une production laitière française qui a augmenté, on va dire, de 10%. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation majeure de l'utilisation du lait des agriculteurs vers le domaine des fromages, thème sur lequel nous avons, beaucoup investi. Alors aujourd'hui, simplement pour repositionner les choses, 37% du lait en France est valorisé sous la forme de fromage, en volume. 18% sous la forme de beurre, 21% en ingrédients secs, 9% en lait conditionné, 7% en yaourt et dessert et 7% en crème conditionnée. On voit bien ici l'importance des marchés du fromage dans l'utilisation du lait français, et ce phénomène s'accentue.
Je vous ai mis une carte ici qui vient d'être publiée dans un article sur la concentration et la spécialisation des productions animales en Europe et qui montre le nombre de vaches laitières au kilomètre carré. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que je pourrais dire sur la diversité des bassins de production en Europe, mais je voudrais dire 2 ou 3 idées fortes. La première, c'est qu'au sud de l'Europe, ça devient difficile de faire du lait de manière compétitive. J'entends par là l'Espagne, l'Italie, parce que les coûts de production et notamment les coûts alimentaires ont considérablement augmenté depuis quelques années sous l'effet de l'augmentation du prix, notamment du soja. Deuxième message, le lait va au lait. Nous assistons aujourd'hui à une reconcentration territoriale de la production laitière dans les bassins qui sont les plus denses. Autrement dit, nous pensons et nous le constatons, les parties qui sont mentionnées en noir et qui ont une forte densité laitière sont également les parties où le lait risque ou va se concentrer dans les années qui vont arriver. Et j'attire votre attention sur le fait que la France est sûrement un des territoires qui a le plus grand potentiel de développement de la production laitière, tout simplement parce qu'on a un niveau d'intensification qui est plus faible qu'ailleurs, et parce que dans beaucoup de territoires du nord de l'Europe coexistent des productions bovines et des productions de porc et de volailles, ce qui fait que la densité animale atteint des sommets qui sont très importants, et on peut accepter l'idée que la France est sûrement le pays qui pourra le plus progresser. Alors, si on regarde la France et qu'on regarde son positionnement sur les marchés extérieurs, vous avez ici l'évolution des exportations de la France en milliards d'euros courants depuis 14 ans. Je ne dis pas que la courbe est belle, mais sauf 2009 qui a été la crise mondiale, on doit constater que le secteur laitier fait partie, avec le secteur des céréales et le secteur vitivinicole, fait partie des secteurs qui contribuent positivement à l'amélioration de la balance commerciale agricole de la France. Et vous avez en rouge la partie du lait qui est exportée sur les marchés non européens. On va dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des exportations en lait de la France vont sur les marchés européens et 1 tiers va sur le marché mondial avec une croissance plus forte des échanges à destination des pays tiers. Alors j'ai fait les clients de la France aussi pour trouver le Canada et avoir quelque chose à vous dire. J'ai fait le top 30. Alors j'ai sorti le Liban en 30e et en 28e, j'ai trouvé le Canada. C'est pas pour vous rassurer sur vos débats internes, c'est simplement pour vous dire que, vu de la France, le Canada n'est pas, à ce jour, la zone jugée la plus stratégique pour les exportations de produits laitiers. Je conviens bien que ça ne suffira pas à votre enthousiasme, mais vous êtes 28e. Alors peut-être que vous pourrez progresser, on verra ça. En tout état de cause, vous êtes 30 fois moins clients que les Allemands. Les Belges, petit pays, 700 millions d'euros d'exportation. Et j'ai mis en rouge les pays non européens qui achètent des produits laitiers à la France. Le premier des pays étant la Chine, avec 310 millions d'euros, juste devant, et on parlait tout à l'heure du continent africain, juste devant l'Algérie, qui est un très grand client de la France sur le plan agroalimentaire. Les États-Unis étant à 160 millions d'euros d'importation de produits laitiers en provenance de la France, c'est-à-dire à peu près 5 fois plus que les importations du Canada. C'est un graphique de pondération, en fait. Alors continuons, on a évoqué la Chine ce matin. Vous avez sous les yeux l'évolution des exportations de la France à destination de la Chine. Alors il faut pondérer, le graphique tout à l'heure permettait de le faire, mais la demande n'est pas trop mal. Alors on a vu dans les exposés tout à l'heure que la Chine se cherchait un peu. Pour l'instant, nous, ça nous réussit pas mal. Alors ça ne nous réussit pas dans le secteur des fromages qu'on réserve d'autres pays. On exporte beaucoup de lait infantile et on exporte beaucoup de poudre de lactosérum à destination du marché chinois. Alors évidemment, quand on exporte, on importe un peu. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on importait d'en dehors de l'Europe? Est-ce qu'il y a des produits laitiers qui rentrent en France et qui ne viennent pas de l'Europe? Oui, il y en a, ils sont en rouge. Et je répète, c'est la Suisse et la Nouvelle-Zélande, point à la ligne. Nous importons des produits laitiers en provenance de l'Europe, les 3 premiers fournisseurs étant les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique.
l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni. Je n'ai pas réussi, parce qu'il fallait vraiment faire un graphique très très long, je n'ai pas réussi à sortir le Canada sur ce graphique. Je pense qu'il y avait quelques lignes, mais c'est très très faible. Alors la balance commerciale globale, et ça c'est très discuté, et c'est un facteur d'enthousiasme qui est mis aussi en parallèle de la fin des quotas. Vous avez sous les yeux l'évolution de la balance commerciale de la France en produits laitiers. En gros, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros de balance positive pour le secteur laitier, avec une amélioration assez sensible sur la période des 15 dernières années, laquelle amélioration n'est due qu'au positionnement de la France sur les marchés tiers et non pas sur les marchés européens. La compétitivité du marché laitier français sur l'Europe, en bleu, ne s'est pas améliorée depuis 10 ans, et il est désormais assez couramment évoqué le fait que notre croissance se fera à l'international ou ne se fera pas. Dit autrement, c'est très dur de vendre des produits laitiers à des Néerlandais, à des Danois. Ils ont ce qu'il faut chez eux. Alors, principaux enseignements de ce que je viens de dire. Mais finalement, en Europe, nous avons 28 pays dans l'Europe. Il y a 5 ou 6 pays qui aujourd'hui sont dans les starting blocks pour se mener une bataille sur le secteur du lait. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et l'Irlande, en gros. Voilà les pays qui sont très pushing. L'Allemagne a bénéficié aujourd'hui beaucoup d'un positionnement géographique au cœur de l'Europe et de fait en a beaucoup profité aussi sur le plan politique pour développer des stratégies d'alliance entre compétitivité et environnement. En France, on a été un petit peu moins, performant qu'eux sur l'association de ces deux mots-clés que sont la compétitivité et l'environnement. Nous avons aussi un débat interne à l'Europe extrêmement important sur le niveau des normes et l'hétérogénéité des niveaux de normes, qu'elles soient environnementales, sociales, économiques, fiscales, entre les différents pays de l'Europe. Et le sentiment qui prévaut en France est que nous avons tendance à appliquer plus durement les normes que d'autres pays concurrents, et notamment les pays du Sud, dont on a dit tout à l'heure qu'ils étaient en crise économique, et ce qui les amène parfois à se relâcher sur un certain nombre de normes. Deuxième message, il est absolument évident que si la France souhaite, et je pense que c'est son objectif, développer ses exportations internationales, elle devra le faire en regardant de près le continent asiatique, peut-être le vôtre, mais surtout le continent asiatique, et modestement aussi le continent africain. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Fin des quotas laitiers. Alors la fin des quotas laitiers, ça a fait l'objet depuis 2-3 mois d'énormément de coupures de presse, mais finalement, cette fin des quotas laitiers, elle est prévue depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on adapte un petit peu la donne. Voilà. Alors comment les industriels raisonnent par rapport à cette fin des quotas laitiers? Les industriels du lait considèrent souvent 3 variables. La première, c'est la localisation géographique des investissements. Aujourd'hui, ce qu'on observe en Europe, c'est que les investissements industriels se font dans les zones où il y a une forte densité laitière, parce que ça permet de réduire les coûts de transport, et parce que ce sont des zones où les industriels ont le sentiment d'une durabilité à long terme de leurs propres approvisionnements. Le deuxième message, c'est que le coût de production et la performance économique des bassins est aujourd'hui un élément beaucoup plus important des choix industriels qu'il y a quelques années sous quota. Les industriels du lait, de la transformation laitière, vont disposer, avec la fin des quotas, de nombreux leviers pour agir sur le secteur productif. Le premier, c'est qu'ils pourront redistribuer les volumes de lait entre exploitations, alors qu'historiquement, c'était l'État qui s'occupait de cette affaire-là, avec des règles administratives extrêmement contraintes. Désormais, les agriculteurs auront des libertés de croissance qui dépendront de la croissance de l'entreprise, de sa performance, mais aussi qui dépendront de leur propre performance. Parce qu'il y a peu de probabilité qu'un industriel accepte de remettre beaucoup de lait à un agriculteur qui aurait des coûts de production totalement décalés. Donc on rentre dans un monde plus dur sur le plan économique, un monde dans lequel la saisonnalité de la collecte laitière est aussi plus discutée qu'avant, puisqu'au travers de la contractualisation, c'est-à-dire les contrats entre les agriculteurs et les industriels, il y a la possibilité d'introduire dans les contrats des clés, des normes relatives à la saisonnalité plus dures
ou plus, en tout cas plus précises que ça n'était le cas avant. Donc les éleveurs sont aujourd'hui, et ça fait l'objet de tensions naturellement, plus dépendants des entreprises dans leur propre trajectoire individuelle. Il y a des agriculteurs qui appartiennent à des entreprises en croissance et à qui on voit proposer aujourd'hui des augmentations de volume de 30%, de 40%. Et puis inversement, dans la même région d'à côté, une entreprise qui n'a pas de marché à l'extérieur n'a rien à proposer à ses agriculteurs. Donc il y a un très grand débat en France, c'est que l'opportunité de la croissance individuelle de l'exploitation dépend de la performance des firmes, ce qui n'était évidemment naturellement pas le cas avant. Le prix du lait sera donc plus influencé par des critères propres à l'entreprise, même si chacun considère qu'une entreprise qui réussit n'a aucune raison de payer plus cher le prix du lait que sa concurrente. Les producteurs les plus performants seront favorisés à terme, et c'est ça qu'on voit vraiment en France aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a trois types de producteurs. Ceux qui foncent, et qui, quand ils sont performants, sont soutenus par les banques, sont soutenus par les structures. Ceux qui veulent ne pas investir et aller au bout de leur activité professionnelle sans réinvestir, et qui n'auront probablement peu de retours financiers à l'issue de leur exploitation, puisque les contrats ne seront pas marchands. Et puis on a une catégorie d'agriculteurs qui doutent et sur lesquels il faut essayer d'avoir des messages un petit peu positifs. Alors je vous ai mis une petite photo là, parce qu'en France on a été très très occupé dans les médias par cette photo qui est ici, la ferme des 1000 vaches. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça. Il faut savoir qu'en France, on a très peu de grandes fermes. La plus grande doit faire 500 vaches. Et il y a eu un investisseur privé, un homme qui a fait fortune, la 400e fortune de France, M. Ramery, qui, à l'aube de ses 65 ans et comme un jeune agriculteur vaillant, a décidé de s'installer dans le secteur laitier. Et donc, il a fait l'objet de beaucoup de débats et de critiques, parce que son projet était de créer une ferme de 1000 vaches dans une zone tout à fait particulière du territoire français, qui est le nord de la France, où la contrainte foncière est peu importante par rapport à ce qu'on observe classiquement dans les zones laitières historiques. Ça veut dire qu'il a eu des opportunités qui ne sont pas renouvelables à l'envi dans d'autres territoires laitiers. Mais ce débat a fait l'objet, et d'ailleurs il est très utile, en tant qu'observateur de l'agriculture et chercheur, j'y prends beaucoup de plaisir, il est très utile pour savoir ce qu'on veut faire de notre agriculture. Les mots de l'agriculture industrielle sont aujourd'hui opposés aux mots de l'agriculture familiale, dans des proportions qui n'existaient pas sur le territoire national, et avec des débats tout à fait légitimes sur le plan économique, de savoir si les grandes structures sont en capacité ou non de générer, surtout dans le secteur du lait, des économies d'échelle, ce qui est peut-être plus facile à démontrer dans d'autres secteurs de l'économie agricole. Donc on est en plein bouillonnement dans notre secteur laitier, et la fin des quotas interfère avec ce projet qui fait l'objet d'une crispation très forte de toute une partie des agriculteurs et qui est pris en référence dans tous les débats que nous avons. La question est de savoir, dans beaucoup de conférences qu'on peut faire, si vous êtes pour ou contre le projet des 1000 vaches en France. Moi, en tant que chercheur, je suis très intéressé que cette ferme existe, parce que je trouve que les deniers publics n'auraient pas permis de créer un laboratoire de ce type. Donc si une fortune peut investir pour essayer, pour tenter, on sera là pour critiquer les atouts et les limites d'un tel modèle au regard de ce qu'il est. Alors, les exploitations là-dedans. Aujourd'hui en France, il reste 67 000 exploitations laitières. Nous en avions 700 000 en 1970, 430 000 en 1984. Chacun accepte l'idée en France que les quotas laitiers ont eu une dimension sociale tout à fait limitée. Cet argument qui prévalait, moi, quand j'étais étudiant, de dire les quotas, on les a créés parce que, vous comprenez, ça permet de maintenir des agriculteurs. Force est de constater qu'en 2015, il y a 10 fois moins de producteurs laitiers en France qu'en 1970, et 7 fois moins qu'en 1984. Certaines régions, c'est 10 à 15 fois moins. Donc l'argument qui était souvent mis en avant pour dire qu'il faut préserver les quotas laitiers au nom d'une dimension sociale, je dirais, ont mal vécu les 10 dernières années. En moyenne française, nous n'avons pas 1000 vaches.
En moyenne française, nous sommes à 53 vaches par exploitation, avec une quantité de lait produite par an de l'ordre de 370 000 kilos de lait, et nous perdons 5% d'exploitation laitière par an. Je ne crois pas que la fin des quotas laitiers s'achemine par une accélération de ce taux. Je pense que les 5% vont continuer et que c'est beaucoup. 5% sur 10 ans, c'est 50%. Ça veut dire qu'on peut s'attendre mécaniquement et compte tenu de la dynamique actuelle d'installation à ce que le nombre d'exploitations laitières en France s'achemine aux alentours des 40 000 aux alentours de 2025, 35-40 000 exploitations, ce qui a des répercussions extrêmement importantes sur le plan des modes de financement des structures et sur le plan de l'accompagnement des jeunes agriculteurs qui veulent s'investir dans ce métier. Nous avons une reterritorialisation très forte du secteur laitier que certains vont mettre, sous le coup de la fin des quotas. Je pense qu'il n'en est rien. Si on regarde sur les 10 dernières années, nous avions les quotas. Et en dépit du fait que nous avions les quotas, il y a eu une restructuration très forte. Partout où vous avez les zones en vert foncé, c'est des zones où on a perdu plus de 50% des exploitations laitières depuis 10 ans. Donc ce n'est pas les quotas laitiers qui font la restructuration, c'est qu'aujourd'hui en France, les coûts de production sont moins élevés dans le nord de la France que dans le sud, et que moins il y a de densité laitière, moins il y a d'envie de s'installer, et que moins il y a de densité laitière, moins il y a d'industriels qui veulent s'y implanter. Et donc il y a un effet d'entraînement tout à fait conséquent, dont je voudrais dire qu'il n'est pas lié, parce qu'on attribue beaucoup de choses au quota laitier, qu'il n'est pas lié spécifiquement au choix de politique agricole. J'attire votre attention sur le fait que nous n'avons pas tant que ça de grandes fermes. Nous avons en France, sur les 67 000 exploitations laitières, 8 500 exploitations qui ont plus de 600 000 litres de lait de production par an. Voilà. C'est-à-dire à peu près 10-15% qui ont dépassé les 600 000 litres de lait. Et vous avez ici un graphique qui permet pour chaque classe de quota ou chaque classe de taille de voir la restructuration des exploitations. Donc il ne faudrait pas transformer. On a beaucoup d'exploitations qui sont comprises entre 300 et 500 000 litres de lait. J'attire votre attention sur la volatilité du prix du lait. On a eu en fait 2 ou 3 périodes. On a eu la période 2000-2006 où le prix du lait baissait parce que nous l'avions souhaité. Nous avions pratiqué une réforme de la politique agricole commune en 2003 avec une baisse du prix d'intervention du beurre et de la poudre de lait, compensée par une aide directe, sur laquelle je vais revenir, une aide directe aux producteurs. À partir de 2008, on a eu une flambée des prix qui a conduit beaucoup d'agriculteurs, et certains déraisonnables, à investir de manière trop conséquente, et ils ont été cueillis en 2009 avec la chute des prix. Depuis, les agriculteurs sont beaucoup plus méfiants. La crise de 2009 a eu une grande vertu, c'est qu'on s'est rendu compte que les prix pouvaient baisser à un prix déraisonnable. Et donc maintenant, on voit bien qu'en matière de stratégie d'investissement, les agriculteurs sont échaudés un petit peu et font plus attention. J'attire votre attention sur le fait qu'en France comme ailleurs, il y a des débats très intenses sur ce que doit être un prix du lait rémunérateur. Avec ou sans les quotas, nous continuerons à avoir ces jolis débats. Certains agriculteurs vous disent publiquement qu'un prix du lait à la tonne à 450 €, c'est très bien. J'ai entendu des agriculteurs vous dire qu'à 350, c'est très bien aussi. Je connais des agriculteurs qui me disent à 300 €, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais ça élimine mes concurrents et je peux avoir des projets d'investissement. C'est compliqué tout ça. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de bon prix du lait. Il n'y a que des débats. Ces débats ne sont pas du tout nouveaux. Ils vont revenir avec les quotas. Je ne crois pas que la fin des quotas sera forcément une obligation de la baisse des prix. Et là, je suis très précis, puisque le niveau de quotas n'est pas bloquant, la production laitière européenne étant inférieure aux quotas. Alors, il y a un point très important, j'imagine ici comme en France, c'est l'augmentation des charges en agriculture. Et en lien avec le premier exposé de la matinée, force est d'accepter l'idée que la baisse du prix du pétrole fait du bien aujourd'hui aux producteurs, que la baisse du prix des céréales par rapport à des périodes qu'on a connues est plutôt appréciée, mais il y a une pression forte sur l'efficience technique des agriculteurs. Je voudrais prendre une minute pour aborder une question qui vous intéresse sûrement
en tout cas les passionnés de politique agricole, et qui pourrait consister à dire que finalement, si les Français sont compétitifs, c'est qu'ils ont l'argent de la PAC. Alors moi, je ne veux pas qualifier, je peux entendre ça et beaucoup d'autres critiques en même temps. Je voudrais simplement vous amener les vrais chiffres, les chiffres pondérés. Le prix du lait en France, on peut dire qu'il est aux alentours de entre 320 € et 350 € la tonne. À cela, il faut ajouter effectivement les aides directes, toutes les aides directes, du premier pilier de la PAC et du deuxième pilier de la PAC, y compris les aides montagne, toutes les aides directes. Les aides directes représentent 40 000 € par exploitation laitière en France. Ça représente 18% non pas du revenu, mais du chiffre d'affaires. On peut estimer que c'est entre 60 et 100 € la tonne. Vous pourrez me sortir un ou deux cas types d'exploitation où c'est 120 ou 130 en montagne. Mais dans la plupart des zones compétitives, aujourd'hui, de production laitière, on peut estimer que c'est entre 60 et 100 € par tonne d'aide directe, tout inclus. Ça veut dire que le prix global, la rétribution globale, c'est 450. Alors, je ne vais pas rappeler ici publiquement le prix du lait que vous connaissez, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un différentiel qui existe avec votre pays, qui a fait des choix différents et qui, évidemment, s'interroge aujourd'hui face aux accords qui peuvent être passés entre le Canada et l'Europe, mais aussi face à d'autres choix qui existent, notamment aux États-Unis, dans le cadre du Farm Bill. Les évolutions à attendre de la future PAC. En même temps que la suppression des quotas, il a été décidé de réorienter les aides directes entre catégories d'agriculteurs en Europe. Je le dirais assez simplement, je suis assez spécialiste de ces questions-là dans les faits, je dirais qu'on a favorisé l'élevage de montagne. Parce qu'il y avait un risque qu'avec la fin des quotas, la production agricole et notamment laitière dans les zones de montagne souffre terriblement. Si bien qu'on a pris de l'argent sur les productions céréalières pour les rebasculer sur l'élevage. Pas l'élevage intensif laitier de l'Ouest, pas l'élevage de granivores, pas l'élevage de bovins viande intensif, non, sur les élevages extensifs des zones herbagères de montagne. C'est surtout là qu'on a un effet positif de la réforme de la PAC. Alors les exploitations, et j'arrive vers la fin, les exploitations aujourd'hui, c'est très intéressant, sont en pleine ébullition. Il y a beaucoup de débats dans la profession du secteur laitier. En fait, les agriculteurs s'interrogent autour de 3 stratégies. Leur stratégie technique, dans un monde où la volatilité des prix oblige à revoir les systèmes techniques, et ce n'est pas si simple que ça de le faire, parce que la dépendance, ça a été montré tout à l'heure, la dépendance de l'Europe et de la France au soja est une réalité importante et qui pèse sur la structure des coûts. Donc il y a un vrai débat technique. Il y a un débat entrepreneurial sur les stratégies à entrevoir, avec des technologies qui nous viennent, comme la Rabobank des Pays-Bas, notamment la robotisation de la traite, qui arrive à grands pas en France. Tous les nouveaux investisseurs, pas tous, mais une très grande majorité des nouveaux investisseurs, investissent sur les technologies de traite qui changent de façon tout à fait importante les seuils à partir desquels on peut devenir producteur de lait. J'ai visité il y a 15 jours, tout près de Nantes, une exploitation qui faisait 2 millions de litres de lait et ils étaient 3 unités de main-d'œuvre avec 400 hectares, tout à fait modernisé, tout à fait moderne. La question est plus l'accès au financement et la capacité qu'ont les agriculteurs à se saisir de ces technologies que l'existence même de ces technologies dont chacun sait qu'elles accordent aux producteurs de lait des innovations sociales tout à fait compatibles avec ce qu'exige la nouvelle génération, c'est-à-dire une qualité dans le rapport au travail. Il y a aussi un très grand débat sur la stratégie patrimoniale dans le secteur laitier français, avec de grandes différences avec le Canada, je crois, notamment sur le rapport au foncier. En France, une très grande majorité des producteurs de lait qui ont moins de 50 ans ne sont pas propriétaires du foncier agricole. C'est devenu totalement anecdotique d'être propriétaire pour être producteur de lait au niveau français. 75% des terres agricoles en France sont louées à la génération d'agriculteurs qui sont maintenant en retraite. On a un rapport au capital entre l'Europe et le Canada qui est très différent, et je pense que le niveau des prix plutôt satisfaisant obtenu au Canada comparativement à la France permet aussi, d'une certaine manière,
d'emmener votre agriculture dans une sorte de patrimonialisation et une sorte d'accumulation de capital qui n'a pas toujours des effets positifs sur la capacité à ce que des jeunes non issus du monde agricole puissent intégrer ce secteur d'activité. J'attire aussi votre attention sur le fait que les agriculteurs réfléchissent souvent avec 3 variables en tête, et ce n'est pas simple. L'efficacité des intrants. Il y a un très grand débat sur l'efficacité technique. Nous étions très au point dans le secteur des granivores, hors sol. On arrive dans le secteur laitier à ces questions-là. Sur la diversification, beaucoup d'exploitations qui font des céréales en lait vont se spécialiser dans l'activité laitière. Le mouvement de spécialisation va être important avec la fin des quotas laitiers et des débats sur la productivité du travail. 2 pistes importantes. Aujourd'hui, dans tous les débats avec les producteurs, il faut veiller à ce que tous leurs investissements soient focalisés sur ce qui crée de la valeur ajoutée. En France, on a aussi beaucoup de travers. On a eu une politique fiscale qui a beaucoup encouragé nos agriculteurs à financer des biens qui n'avaient aucune utilité pour la création de valeur ajoutée. Je veux dire par là une surmécanisation qui est un phénomène très problématique pour la France. Et le deuxième point de vigilance aujourd'hui, c'est que l'heure est venue de contractualiser entre les producteurs et les industriels. Il y a beaucoup de débats syndicaux historiques où on opposait les agriculteurs et les laiteries. Aujourd'hui, via l'obligation de contractualiser, il faut trouver des terrains d'entente et des stratégies partagées pour faire en sorte que l'amont et l'aval s'accordent dans des stratégies de positionnement, notamment sur les marchés d'aval. Alors, comme il me reste 5 minutes, c'est juste le temps qu'il me faut pour conclure sur les atouts, les faiblesses et les défis du secteur laitier français. La première faiblesse, c'est de ne pas sous-estimer la concurrence. Alors pour l'instant, la concurrence, on la voit beaucoup en provenance de l'Allemagne, de l'Irlande, des Pays-Bas. On est assez rassuré sur la concurrence en provenance du Canada, pour l'instant. Mais ceux qui font de la prospective à long terme nous rappellent combien le Canada est un grand pays agricole et que peut-être demain, ce que nous entrevoyons aujourd'hui comme étant un facteur de risque mineur pourrait devenir majeur. Tout dépendra probablement de vos stratégies internes. Mais en tout état de cause, nous sommes assez détendus pour le moment. Nous regardons en revanche fortement le marché américain et nous attendons, je vais être très clair avec vous, nous attendons que la Nouvelle-Zélande cale. Nous attendons que la Nouvelle-Zélande cale. Je vous rappelle que la Nouvelle-Zélande exporte 19 milliards de litres de lait, l'Europe exporte 16 milliards, que la Nouvelle-Zélande a gagné 10 milliards de litres d'exportation en l'espace de 12 ans, et que ce rythme de croissance aura une fin. Ce qu'on ne sait pas dire, c'est quand est-ce qu'elle arrivera, cette fin. Si c'est 2020, 2025. Mais nous sommes absolument convaincus que le jour où la Nouvelle-Zélande aura un petit passage à vide, nous serons là pour les seconder, nul doute, puisque ça fait 20 ans qu'on attend ça. Les exportations encore insuffisamment orientées vers les marchés tiers. Il est absolument évident que la France, qui exporte que 1/3 de ses volumes vers les pays non européens, doit vraiment, et y compris d'ailleurs sur le plan technologique et scientifique, doit vraiment trouver les produits qui se vendent partout dans le monde. Le Nigeria, on l'a cité beaucoup de pays africains, le Nigeria, ils seront 440 millions d'habitants en 2050, il y aura peut-être quelques tonnes de poudre de lait infantile à vendre aussi. Il faut se préparer dans nos têtes à une internationalisation, y compris sur des marchés qui sont jugés aujourd'hui comme étant encore peu porteurs. Nous avons également, probablement c'est le cas chez vous, un très grand souci sur l'hétérogénéité de la performance de nos exploitations. Le coût de production du lait, quand il est connu des exploitants, parce que là aussi nous avons des améliorations à avoir. Le coût de production du lait est très hétérogène, non pas simplement d'une zone à l'autre, mais d'une commune à l'autre, en fonction de la structure historique d'acquisition des moyens de production notamment, en raison aussi de la plus ou moins bonne maîtrise des coûts fixes dans la structure. J'insiste sur le fait que progressivement, mais on a du mal à se désintoxiquer, progressivement le prix du lait devient qu'une variable parmi d'autres de la rentabilité dans le secteur du lait. Le prix du lait a longtemps cristallisé toute la vision stratégique des producteurs de lait.
Je note une certaine détente, même s'il y a toujours quelques irréductibles, une certaine détente sur l'idée que le prix du lait n'est qu'une variable parmi d'autres dans la rentabilité du secteur amont, du secteur laitier. La France a des fragilités à intégrer, notamment sur les normes environnementales. Il y a des zones de France où on ne pourra pas accumuler plus de production animale. Il y a des zones de France où on pourra se respécialiser en lait. Nous en avons néanmoins un petit peu sous le coude. Et nous avons la nécessité, comme chez vous, de séduire une nouvelle génération de producteurs. Les nouvelles technologies de traite sont un moyen tout à fait intéressant pour aller dans ce sens. Alors je ne pourrais pas terminer par des faiblesses devant vous, il faut que je termine par des atouts et nos défis à relever. Quels sont les atouts concurrentiels de la France? Nous avons un climat béni des dieux pour faire du lait. Et je suis de l'ouest de la France, j'ai vu qu'il pleuvait depuis quelques jours là, mais pas ce week-end. En gros, la France, on n'a pas de souci sur la réserve hydrique. On n'est pas en Californie pour les 50 prochaines années. La deuxième chose, c'est que nous avons un coût d'acquisition des facteurs de production qui est modéré. L'hectare de terre, quand il s'achète, ce qui est rare, s'achète pas si cher que ça, de l'ordre de 6 000 € de l'hectare en moyenne dans les zones laitières, avec évidemment des différentiels suivant les zones. Le prix du fermage n'est pas cher. Un hectare de terre se loue entre 150 et 200 € par an, en moyenne. Le coût d'acquisition des contrats laitiers ne sera pas marchandisé d'un agriculteur à l'autre. Ce qui veut dire que, contrairement d'ailleurs aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à d'autres pays du Nord, nous sommes dans une structure des coûts avantageuse. Nous avons encore en France une réserve de développement de la production laitière. Si je devais m'avancer comme ça, on fait 24 milliards de litres de lait en France. Je ne verrais aucun souci à ce que la France puisse faire 30 milliards de litres de lait en 2030. Aucun souci, même en 2025. La question est de savoir là où il faut faire le lait en plus. C'est une vraie question, mais le territoire est vaste. La France a moins que vous, mais la France a 30 millions d'hectares de SAU. Nous avons la chance d'avoir un niveau très élevé de consommation de produits laitiers par habitant, et en dépit de la crise qui frappe durement l'économie française, les consommateurs français sont attachés aux produits laitiers. Nous consommons 350 kg de produits laitiers par habitant et par an, ce qui nous place dans le haut du panier mondial en termes de consommation individuelle. Et ce phénomène n'a pas été remis en cause par la crise que nous vivons. Nous avons également des entreprises d'aval extrêmement performantes. Je cite Danone, Lactalis, Bongrain, Bell, Sodial. Vous avez aussi les vôtres. Mais on a quelques entreprises qui comptent sur la scène internationale, dont la première entreprise aujourd'hui en commerce de fromage, le groupe Lactalis. Donc oui, nous avons des atouts et nous les regardons pour ce qu'ils sont, même s'il y a des débats internes difficiles. Nous avons au demeurant, et je finirai là-dessus, des défis à relever, comme vous. Quels sont nos défis? Le premier, c'est de continuer à croire dans la maîtrise technique. On n'est pas les meilleurs d'Europe dans la maîtrise technique. La maîtrise technique aux Pays-Bas me paraît très bien. Il y a des pays qui sont meilleurs que nous en génétique, etc. On peut encore améliorer la performance technique en lien avec la maîtrise des coûts. Je ne pense pas qu'on soit les meilleurs de la classe. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut continuer à innover sur les produits d'aval. Nous sommes un pays de 400 fromages. On en garde quelques-uns pour vous, je l'ai déjà dit. Mais nous sommes un pays de 400 fromages. La question, et ça c'est important pour les Français, n'est pas forcément systématiquement de tout segmenter. Parce que quand vous segmentez trop, vous ne massifiez pas. Et si vous ne massifiez pas, vous avez toute difficulté à être présent sur les marchés internationaux. Les Allemands, qui ont 2 fois moins de fromage que nous, exportent plus de fromage que nous. Et ça nous chagrine beaucoup, parce qu'on croyait avoir un savoir-faire important. Notre trop grande segmentation peut nuire d'une certaine manière à notre pertinence sur les marchés internationaux. Renforcer les maillons au sein de la filière. Nous avons un grand défi pour rapprocher les producteurs des laiteries. Vous savez, comme chez vous, il y a un débat syndical extrêmement vif sur le prix du lait, sur qui profite la valeur ajoutée. On a ce débat-là historiquement, et il continuera, même dans une phase de l'après-quota. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il est urgent de tisser les liens pour réussir. Il faudra favoriser les financements et les financements à long terme. Je crois que c'est extrêmement important de bien comprendre qu'on est dans une phase de transition du secteur laitier.
40% des élevages vont arrêter d'ici 10 ans. Ça veut dire que l'ensemble de ces vaches, il faut les remettre ailleurs. Ça représente plus d'1,5 million de vaches laitières à basculer de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut investir. Et investir dans un contexte où, certes, nous a-t-on dit, les taux d'intérêt sont faibles, mais dans un contexte où la rentabilité n'est pas toujours sécurisée, dans un contexte de volatilité qui fait que nos amis, les financeurs de l'agriculture, sont aujourd'hui en pleine réflexion sur l'innovation produit qu'elles doivent avoir pour accompagner les investissements nécessaires à la réussite de ce secteur. J'attire votre attention, et c'est mon dernier point, sur la qualité du débat entre l'agriculture et la société. Nous avons en France énormément de débats compliqués entre la société civile et son agriculture. Nous avons de plus en plus de mal à faire comprendre ce qu'est devenu l'agriculture à la société civile. Je ne sais pas si vous avez la même intensité de débat, mais nous, en tout état de cause, on est plus pénalisés que dans les pays du Nord, qui ont un pragmatisme économique, un pragmatisme aussi commercial que nous n'avons pas toujours. Nous sommes un peu piégés par notre vision gastronomique, environnementale, territoriale, et qui fait qu'on n'est pas toujours bien équilibré sur nos pieds quand on doit faire valoir l'intérêt de l'agriculture pour la société française. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci énormément pour cette présentation très bien structurée, très éclairante, et je suis certaine, déjà les gens se bousculent derrière les micros. Ça a suscité, j'imagine bien, beaucoup de réflexions. Alors, allez-y, on a le temps pour 3-4 questions avant l'heure du dîner. Bonjour, Monsieur Chatelier. Merci beaucoup pour votre présentation fort stimulante et riche en contenu et en réflexion, en tout cas sans doute pour notre secteur laitier à nous. J'avais une ou deux questions. En fait, vous avez mentionné à quelques reprises que les quotas n'étaient pas bloquants, le quota global. Or, il y a quand même certains pays qui sont comme à côté vraiment sur leurs quotas, qui sont répartis là, en fonction de chacun des pays. J'aurais aimé ça que vous nous précisiez là, à ce niveau-là, parce que bon, j'étais sur l'impression qu'au niveau des principaux pays producteurs, ils étaient quand même, comme on dit, à côté sur leur possibilité de quota national. Et donc, conséquemment à ça, ma question était, quelles sont vos prévisions quant à l'augmentation de la production à laquelle on va assister au niveau de l'Union européenne au cours de la prochaine année ou les 2 prochaines années? Et troisièmement, quelle est votre vision, quels sont un peu qu'est-ce qui risque d'avoir comme mécanisme d'intervention ou de stabilisation au niveau des revenus des producteurs une fois cette question-là, maintenant que les quotas ne sont plus là, qu'est-ce qui est prévu en cas de crise ou de chute du prix du lait sur le marché international comme filet de sécurité pour les producteurs laitiers européens? Moi, je vais répondre partiellement, mais je reviendrai vers vous avec des éléments précis après. 2 ou 3 remarques. Les quotas ne sont pas bloquants dans plusieurs pays européens, la majorité des pays européens. Vous avez raison de me reprendre en disant, mais attendez, il y a quelques pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, des pays qui ont toujours été un petit peu au taquet et qui n'ont jamais décroché entre production et quotas. Donc vous avez raison de dire que certains pays sont vraiment au plafond et pourraient potentiellement développer leur volume. Ce n'est pas le cas en France. Depuis plus de 10 ans, la production laitière, c'est quand même le 2e pays européen, ça compte. La production laitière est largement inférieure au niveau de quota. Au niveau européen, le quota européen est situé à un niveau supérieur à la production européenne. Donc c'est ça qui compte. Donc deuxième point, vous dites finalement comment ça va évoluer, quoi. Je pense que la fin des quotas, ce n'est pas un Big Bang, c'est un transfert des modes de régulation. On est dans une régulation publique par des quotas, on passe dans une régulation privée par des contrats. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'entreprises en Europe qui n'ont aucun intérêt à collecter plus de lait qu'elles sont capables d'en vendre. Ça reste tout à fait vrai. Vous avez des groupes, alors je pourrais citer par exemple Danone. Danone qui fait des yaourts, qui ne fait pas de fromage. Ils ne veulent pas faire de fromage. Donc à partir du moment où ils ne veulent pas
aller sur des marchés en croissance, eh bien, vis-à-vis de leurs producteurs, ils leur disent, écoutez, nous, on collectera ce qu'on est capable de vendre. Et il faut bien pondérer le risque d'une augmentation des volumes. Ça coûte cher à une entreprise d'aller chercher du lait dans des exploitations, de le ramener à la coopérative ou à la structure, de transformer le lait et de ne pas avoir de marché derrière. Les calculs ont déjà été faits, il y a déjà eu beaucoup d'expérience là-dessus. Ça veut dire que peut-être que certaines entreprises vont avoir des ambitions qu'elles ne seront pas capables de valider commercialement. Mais beaucoup d'entreprises se méfient. La première entreprise française qui fait 23% de la collecte, Lactalis, a un débat très pondéré avec ses producteurs. Et elle dit à ses producteurs, attendez, nous on va augmenter les volumes que si nous avons les marchés. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la fin des quotas, c'est le passage d'une régulation publique à une régulation privée. Et la régulation privée, ce n'est pas l'anarchie. Alors on pourrait introduire beaucoup de subtilités là-dedans. Et notamment une entre le privé et la coopérative. Les entreprises coopératives sont un peu contraintes de prendre le lait de leurs producteurs, alors que les privés choisissent. Si bien qu'il y a des entreprises coopératives qui sont allées un petit peu vite en besogne en proposant à leurs agriculteurs des opportunités de croissance qui, dans les faits, sont insécurisantes sur le plan de leur dynamique commerciale. Mais ils ont un point pour eux, c'est qu'ils perdent 5% d'exploitation par an. Donc quand une entreprise propose à ses producteurs de faire 20% en plus, il y en a la moitié qui ne font pas déjà. Il y en a la moitié qui ne font pas. Ceux qui font, les 10% ou les 20%, on leur dit c'est sur 1 an ou sur 18 mois, sur 2 ans. En fait, ce qui compte, c'est de les accompagner dans la dynamique commerciale. Donc attention, la fin des quotas laitiers, pour moi, ce n'est pas la fin du monde sur la régulation. Il y aura une régulation. Ça coûte cher de collecter du lait sans création de valeur derrière. Pour autant, j'entends votre remarque. Vous dites, ah mais attendez, là vous allez dans le mur. Vous allez avoir un certain nombre de pays qui vont se mettre à produire pour montrer un peu qu'ils sont costauds. C'est tout à fait vrai. Nous produisons 150 milliards de litres de lait en Europe. Il est possible que certaines années, nous ayons 4 milliards de litres de lait en plus, liés notamment aux pays du Nord, qui sont taqués au quota. Ça, nous en sommes convaincus. Puisque c'est logique. Chaque pays va vouloir montrer qu'il a un potentiel de développement et prendre des marchés. Mais ça, il faut l'assumer. Ces volumes supplémentaires sont-ils graves? On ne sait pas vous répondre. Parce que ce qui a été dit sur la Chine tout à l'heure est tout à fait juste. En fait, tout va dépendre de la capacité de la Nouvelle-Zélande à produire les volumes consommés dans les pays asiatiques. Et bien sûr, les industriels s'adapteront au pragmatisme de nos marchés. Mais on s'attend à ça. Est-ce que d'avoir 4 milliards ou 5 milliards de litres de lait en plus, ça peut faire écrouler les prix? Nous sommes dans le marché mondial. Ce qui compte maintenant en Europe, c'est la tendance moyenne du prix du lait sur 10 ans ou sur 5 ans. Et ça renvoie à votre troisième point, qui est qu'est-ce qu'on propose aux agriculteurs pour vivre dans un monde plus volatile? Alors déjà, j'ai atténué les aides, ils ont beaucoup d'aides quand même. 100 € la tonne, c'est pas rien, il y a ça. Il y a beaucoup de regards sur la politique américaine et notamment le mécanisme d'assurance marge prévu dans le Farm Bill américain, qu'on n'a pas mis en œuvre, mais qui fait l'objet de beaucoup de débats au Parlement européen, où je suis intervenu en janvier dernier. Donc on commence à regarder ce qu'il faudrait faire dans la future PAC pour permettre aux agriculteurs de vivre dans un monde volatile. Par contre, je suis franc avec vous, il est possible que nous ayons une crise. Il est possible que nous ayons une crise, et nous l'anticipons. La dernière crise était en 2009. Les agriculteurs s'en sont pas tous remis, mais les meilleurs sont encore là. C'est un peu dur, mais il y a ce pragmatisme-là aujourd'hui en Europe. Voilà ce que je répondrais à votre question qui en était 3. Oui. Et justement, pour les prochaines questions, il ne faut pas me jouer de tour. C'est une question avec un point et non pas décliné en 3 points. Et si possible, une réponse courte. Voilà. Alors, on prend... À droite et à gauche. On prend les 2 dernières personnes au micro, donc au fond. C'est bon, ça va être très rapide. J'étais juste curieux de savoir, vous avez parlé d'accès au financement. Est-ce qu'en France, comparativement au Québec, les institutions financières pouvaient, par la loi, prendre le quota en garantie et, si oui, faire plus de financement avec ça? Et quand ils sont tombés, quel impact ça a eu? En France, je vais faire très court.
En France, on n'a pas une tradition marchande des quotas et la valeur d'une exploitation, elle n'est pas liée à son quota puisque les quotas ont disparu. Ça sera lié, je pense, plus à la capacité qu'a l'entreprise à générer de l'excédent brut d'exploitation sur le long terme, à la démonstration de son efficacité économique et à un niveau de rentabilité de l'excédent brut sur le capital jugé comme performant dans le contexte dans lequel elle évolue. Merci. Alors, Monsieur Mongeau, la dernière question vous appartient. Oui, bonjour, M. Châtelier. Écoutez, je suis surpris qu'il reste encore des questions. Vous avez couvert à peu près tous les points, mais il en reste encore quelques-unes. Petite question avant d'aller dîner. Gastronomique, vous savez comment votre savoir-faire des fromages nous a influencés. Qu'est-ce qui sera le devenir de vos fromages fermiers dans une machine économique très solide que vous avez présentée? Vous avez touché 2 volets, soutien aux fermes en altitude, le transfert aussi des argents vers des entreprises plus artisanales. Les fromages artisanaux, les fromages fermiers, vous voyez comment l'évolution de ces fromages-là? Des fois, je me rends compte depuis que je suis arrivé qu'on utilise des mots et on ne sait pas si on parle de la même chose. Et donc, il faut faire attention. La notion de fromage fermier est pour moi différente de, par exemple, la démarcation de qualité par les appellations d'origine contrôlée. La notion de fromage fermier en France, c'est des fromages qui sont vendus en direct de l'exploitation à des gens qui viennent acheter dans l'exploitation. Donc peut-être que votre vision était plus large et que vous vouliez dire l'ensemble des fromages issus des territoires fragiles, et je vais partir de ce prisme-là. En France, vous avez des fromages qui réussissent très bien, notamment le premier fromage AOC français qui est le Comté, qui fait 50 000 tonnes par an et qui est dans un marché peu sensible à tout ce qu'on a évoqué sur les quotas laitiers. C'est dans l'est de la France. Ce marché-là, il est bloqué. Il n'y a pas beaucoup de croissance, il y a très peu d'internationalisation. Et toute la difficulté qu'on a sur ces produits-là, c'est qu'on les vend sur le marché intérieur. Et on ne les vend pas à l'international. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer une croissance forte de ces territoires laitiers par le canal aujourd'hui de l'international, même s'il faut y travailler. Par contre, il y a des endroits où nous avons des fromages de ce type, fermier comme on pourrait dire, où les cahiers des charges sont extrêmement restrictifs et où la rentabilité est mauvaise. Et c'est notamment l'Auvergne en France, où finalement les agriculteurs ont des cahiers des charges sans être rétribués en aval par une bonne valorisation commerciale du produit. Donc on a une très grande diversité, suivant les types de fromages, de réussite ou de contre-performance. Et les politiques agricoles essayent de contrecarrer ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'agit de mettre des aides directes, on essaye de les cibler un peu plus sur les zones où les stratégies de démarcation ne réussissent pas. Mais clairement, vous avez raison de bien dissocier les deux types de marchés. Nous avons des fromages de qualité que nous n'exportons pas et nous avons des produits laitiers hautement transformés qui sont destinés au marché mondial et sur lesquels nous prenons notre élan. C'est 2 choses différentes, mais très importantes pour les territoires agricoles et la diversité territoriale de la production laitière, qui est un aspect fondamental dans les débats de politique publique relatifs à l'économie laitière en France.